Les différents groupements politiques satisfaits de la composition du nouveau gouvernement, ils se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe qui se donne comme mission prioritaire la reconquête du nord du Mali. L'Éthiopie en deuil, le Premier ministre Meles Zenawi est mort lundi en Belgique. Sa dépouille mortelle a été rapatriée hier et sa succession suscite de nombreuses questions. Pour l'instant, le vice-premier ministre assure l'intérim. Plus de 2000 km en 52 jours, voilà le challenge que s'est fixé Mamadou Camara. Athlète de son état, il entend marcher de Kayes vers Kidal pour véhiculer un message de paix, d'entente, de solidarité et surtout d'amour entre les Maliens. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 22 août. D'abord, avant de développer ces titres, ces décrets portant nomination de conseillers spéciaux au Premier ministre. Le Premier ministre, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-195 PRM du 7 mai 2012 fixant l'organisation de la primature, vu le décret numéro 2012-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Premier ministre décrète. Article 1er. Monsieur Amadoune Touré est nommé conseiller spécial du Premier ministre avec rang de ministre chargé des questions relatives à la communication gouvernementale et aux nouvelles technologies. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Signé le Premier ministre, Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra, fait à Bamako le 21 août 2012. Le Premier ministre, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-195 PRM du 7 mai 2012 fixant l'organisation de la primature, vu le décret numéro 2012-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Monsieur Sadio Laminso est nommé conseiller spécial du Premier ministre avec rang de ministre chargé des relations internationales. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Signé le Premier ministre, Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra, fait à Bamako le 21 août 2012. Le Premier ministre, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-195 PRM du 7 mai 2012 fixant l'organisation de la primature, vu les décrets numéro 2012-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Monsieur Mamadou Diakité est nommé conseiller spécial du Premier ministre avec rang de ministre chargé des questions relatives à la création d'emplois et à la jeunesse. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Fait à Bamako le 21 août 2012, signé le Premier ministre, Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra. Et un mot du gouvernement dirigé justement par Cheikh Modibo Diarra. En son sein se retrouvent les différentes sensibilités sociopolitiques du pays, une chose dont on se réjouit au niveau des différents groupements politiques. Tous se disent prêts à accompagner le nouveau gouvernement dans sa mission de reconquête du nord du Mali, d'une part, et d'autre part dans l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Cependant, sur la création des nouveaux ministères des Affaires religieuses et du culte, les avis sont partagés. Alpha Maïga nous en parle. Les voici, les hommes et les femmes auxquels le président de la République par intérim vient d'accorder sa confiance sur proposition du Premier ministre. Il s'agit du nouveau gouvernement attendu avec impatience depuis des semaines. Un gouvernement au sein duquel presque toutes les sensibilités sociopolitiques du pays sont représentées. Le nombre de 31 ministères nous paraît pléthorique. Nous prenons acte, nous sommes représentés dans ce gouvernement. Le gouvernement qui était là, nous, la convergence, nous l'avons déjà soutenu, bien que nous n'avions personne là-dedans. Nous avons estimé que les Maliens sont tous des patriotes, dans la cohésion de travailler avec le Premier ministre actuel. Au niveau de la COPAM et du FDR,
Peu importe le nombre de postes, l'heure ne semble plus aux discussions. Il faut soutenir le nouveau gouvernement. Ce qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est donc la patrie. L'essentiel est que le FDR se reconnaît dans ce gouvernement et le FDR accompagnera ce gouvernement. Donnons-nous la main, créons les conditions d'une unité, puisqu'il s'agit du Mali. Le FDR n'agit que pour l'intérêt du Mali et le FDR apportera son soutien à ce gouvernement. Nous saluons le courage encore une fois du Premier ministre et aussi du président par intérim. Nous pensons que l'ensemble du peuple malien doit aujourd'hui accepter, accompagner, sinon soutenir l'effort de ce gouvernement. Je pense qu'il est temps que nous nous mettions en tant que Maliennes et Maliens au travail. L'une des particularités du nouveau gouvernement, c'est bien entendu la création d'un ministère des Affaires religieuses et du culte. Une première donc au Mali. Sur le sujet, les avis sont partagés. La première raison est que la création de ce ministère porte atteinte au principe de laïcité. La deuxième raison est qu'aujourd'hui, notre pays est divisé par la faute de l'intégrisme musulman, par des gens qui prétendent se battre au nom de la charia, au nom de l'islam. Et nous pensons que la création de ce ministère sera leur donner un encouragement à persévérer dans le sens de la division, dans le sens de l'intégrisme. En créant un gouvernement dédié au culte, c'est une avancée notable qu'il faut plutôt saluer. Tous les groupements, regroupements de partis politiques et associations sont unanimes sur la composition du gouvernement. À présent, l'heure est au travail et le temps presse pour relever les défis qui ont pour nom la reconquête du nord du Mali et l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Et toujours dans le même registre, nous poursuivons avec la présentation des nouveaux membres du gouvernement. Le docteur Yaranga Coulibaly dirigera désormais le ministère de l'Agriculture. Quant au département de la Culture, il est confié à Boubacar Amadoun Kébé, tandis que celui des affaires religieuses et du culte revient au docteur Yacouba Traoré. Amadou Sankari nous dresse leur portrait. Le nouveau locataire du département de l'agriculture s'appelle Dr Yaranga Coulibaly. Jusqu'à sa nomination, il était professeur d'histoire et de géographie à l'université de Bamako. Diplômé de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée ISFRA de Bamako, le désormais ministre de l'Agriculture a été consultant auprès de plusieurs bureaux d'études et ONG sur les questions d'environnement, de décentralisation, de développement et d'aménagement. Au nom de ces publications, la gestion traditionnelle des ressources naturelles du Sahel, cas du cercle de Nara. Troisième vice-président du parti Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, Dr Yaranga est âgé de 57 ans, marié et père de 2 enfants. Il aime la lecture et le voyage. Celui qui a en charge le nouveau département des affaires religieuses et du culte est Dr Yacouba Traoré. Après son doctorat d'État en économie, option planification, obtenu en 1993 à l'Institut des finances de l'économie de Saint-Pétersbourg en Russie, il revient au pays pour enseigner à l'École nationale d'administration ENA et à l'École nationale d'ingénieurs ENI. Membre du Haut Conseil islamique du Mali, Dr Yacouba Traoré est également président de la commission des arbitrages de la Fédération malienne de taekwondo. Marié et père de 5 enfants, le ministre Traoré parle français, anglais et russe. Voici le nouveau ministre de la Culture. Il s'appelle Boubacar Amadoun Kébé. C'est diplômé de l'école supérieure des syndicats de Moscou, option sciences politiques, et également titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques de l'université de Bamako. Cet administrateur civil a travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels entre 1974 et 2004. Jusqu'à sa nomination, Boubacar Amadoun Kébé occupait le poste de responsable du département chargé de l'administration, de l'emploi et de la législation du travail à la CSTM. Le ministre Kébé est né en 1954 à Sareyamou, dans le cercle de Direy. Il est marié et père de 6 enfants. Il parle Peul, Soraï, Bamanakan, Tamashek, français, anglais et russe. Il aime la lecture et la belote. Parmi les nouveaux de l'équipe gouvernementale, nous avons ces 2 ingénieurs, l'un en informatique et l'autre en électricité. Il s'agit de Makan Aliou Tunkara et de Brahima Tolo, respectivement ministre de l'élevage et de la pêche et de la poste et des nouvelles technologies. Sira Bachili nous les présente.
Il est ingénieur électricien et c'est lui qui apportera sa touche au secteur de l'élevage et de la pêche. Makan Aliou Tunkara est un diplômé de l'Université technique de Budapest en Hongrie. Sa spécialité, c'est l'automatisme du courant fort et c'est pourquoi il a passé 26 ans de sa carrière à la Société Énergie du Mali où il a occupé plusieurs postes. Chef de division exploitation des réseaux de Bamako et de ceux de CAI et responsable des procédures techniques à la direction contrôle de gestion et d'audit interne, Makan Tunkara a été également directeur central électricité de l'énergie du Mali. Parmi les réalisations auxquelles il a participé à la société EDM-SA, on peut citer la conception des méthodes de calcul à la redevance éclairage public dans les villes du Mali et la mise en place de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Le secrétaire général adjoint de l'association pour le développement économique, social et culturel du cercle de Kita est marié et père de 6 enfants. Il est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2002. Makan Aliou Tunkara est du parti Adema. On peut l'appeler le Benjamin du gouvernement. À 36 ans, Brima Tolo prend les rênes du département de la Poste et des nouvelles technologies. Un domaine qu'il maîtrise puisqu'il est ingénieur et informaticien. Depuis 2010, il est chargé de cours en informatique appliquée, en analyse informatique et en gestion de bases de données dans un institut de formation privée. Ce professeur d'informatique travaille avec plusieurs autres écoles privées. Il y donne des cours de conception de sites web, d'algorithmique et langage. Et comme dans les écoles, il a servi dans d'autres sociétés au Mali et en Côte d'Ivoire pour apporter son expérience en tant que responsable informatique avec l'installation et la maintenance du réseau informatique, l'assistance aux utilisateurs, la formation, le traitement de textes et la numérisation de documents. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies est également consultant indépendant en installation et configuration des réseaux locaux. Brima Tolo est promoteur d'un centre de technologie. Il est marié et père de 2 enfants. Le nouveau ministre des Mines est le docteur Amadou Babassi. Avant sa nomination à ce poste, il était le coordinateur de la coopération Santé Paris Bamako-Ouagadougou, une structure de l'Union européenne. Quant à l'inspecteur des douanes Abdul Karim Konaté, dit en paix, il vient en terrain connu. Il dirige le département du commerce et de l'industrie. Le parcours des 2 ministres, c'est avec Mariam Sagara. Le soldat de l'économie qui prend les rênes du commerce et de l'industrie n'est pas néophyte dans le domaine. Ancien du service national des jeunes, l'inspecteur des douanes Abdul Karim Konaté dit Ampé a commencé son ascension après l'ESICA. Quelques années plus tard, il s'envole pour Ouaga avec la bourse d'études de la mission française. Sorti de cette école avec mention très bien, il entame un autre cursus à l'Institut des hautes études économiques et sociales de Bruxelles, délocalisé à Bamako. Ses diplômes supérieurs le propulsent dans la hiérarchie douanière. Premier chef de bureau de la brigade mobile d'intervention, Konaté a enregistré des performances records en matière de saisie de produits frauduleux et de drogue à la direction régionale des enquêtes douanières entre 2003 et 2008. Directeur régional des douanes de CAI avant d'être chef de division relations internationales à la direction, Ampé a plusieurs décorations à son actif, notamment la campagne militaire et le chevalier de l'ordre national. Président de l'association Djam Digué du plateau d'Ogon, il parle bamanan, soniké, kasonké et français. Le docteur Si est lui diplômé de l'École nationale de médecine et de pharmacie en 89, spécialité santé publique. Le docteur Amadou Babassi est formateur en prévention MST-VIH-Sida. Il fut initié à la prévention au Congo-Brazza, en France, en Allemagne, en Égypte et au Sénégal. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ces domaines variés, le nouveau ministre des Mines est aussi qualifié dans les systèmes financiers et procédures des partenaires techniques, ce qui le conduit dans l'univers de l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds global, les Nations unies, l'USAID et le système canadien. Coordinateur du programme de coopération internationale de santé Paris-Bamako-Ouaga, il a d'abord été directeur de l'agence de gestion des contrats au Haut Conseil national de lutte contre le sida et chef de projet sida. Directeur du Fonds d'action sociale pour l'éducation familiale. En plus de ses fonctions, il a beaucoup travaillé avec une 60aine d'ONG comme consultant. Le docteur Amadou Babassi parle peu le bamanan français et anglais. Ses compétences et qualifications lui ont valu la confiance de l'UNICEF, le PNUD, l'OMS, Helvetas et Enda Tiers Monde pour l'aide à l'enfance.
C'était là la suite et la fin de la présentation des nouveaux ministres du gouvernement Djara. Direction l'Éthiopie. Le pays est en deuil après la mort tragique de son premier ministre Meles Zenawi, décédé à l'âge de 57 ans après 2 mois d'hospitalisation en Belgique. Il laisse derrière lui une population attristée par sa disparition. Sa dépouille a été accueillie à l'aéroport par une foule d'anonymes qui pleurent leur premier ministre bien-aimé. La dépouille de Meles Zenawi a été rapatriée à Addis Abeba la nuit dernière en provenance de Bruxelles, où le Premier ministre éthiopien est mort après 2 mois d'hospitalisation. Le cercueil a été accueilli par une foule de plusieurs milliers de personnes éplorées. Meles Zenawi a changé notre pays. Je ne peux rien dire d'autre. Il nous a apporté la prospérité. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'était un leader très courageux. J'ai été très choqué quand j'ai entendu dire que Meles Zenawi était mort. Je ne pouvais pas y croire. Il avait tant de projets inachevés. Et à 57 ans, il était si jeune. Je suis très triste. La Constitution est muette sur les modalités de succession ou les délais pour organiser de nouvelles élections. Le porte-parole du gouvernement éthiopien a annoncé mardi que le vice-premier ministre assure l'intérim du défunt et qu'une session parlementaire est convoquée. Résistance à l'islamisme, alliance stratégique avec les États-Unis contre le terrorisme, la diplomatie active de Meles Zenawi explique le concert de louanges qui suit sa mort. Le Premier ministre manquera aux Éthiopiens, mais aussi à toute l'Afrique, car il était un vibrant leader, pas seulement pour l'Éthiopie, mais aussi un très grand défenseur des causes africaines. Seuls les chebabs somaliens, contre lesquels il a mené 2 interventions militaires, se sont ouvertement réjouis de la disparition de Meles Zenawi. L'Érythrée, pour sa part, a déclaré espérer une normalisation avec l'Éthiopie. La guerre meurtrière entre les 2 voisins, entre 1998 et 2000, n'ayant pas mis fin à leur bataille territoriale. L'Éthiopie occupe notre pays. Et nous considérons que le Premier ministre Zenawi était responsable de cette situation. Dans le concert de louanges autour de Meles Zenawi, le rappel par les défenseurs des droits de l'homme de l'héritage répressif qu'il laisse envers l'opposition et la presse est quasiment inaudible. Vers une probable sortie de crise en Syrie, le vice-premier ministre de Bachar al-Assad est en visite à Moscou pour discuter d'un projet d'élection présidentielle anticipée. Il a laissé entendre également que Bachar al-Assad pourrait démissionner. Les Occidentaux restent sceptiques devant une telle déclaration. Les observateurs de l'ONU ont quant à eux plié bagages. Les rares journalistes restés sur place se font tuer jour après jour. La dernière victime est la journaliste japonaise Mika Yamamoto, tuée à Alep. La diplomatie bouge encore dans le dossier syrien. Mardi, le vice-premier ministre de Bachar al-Assad, Kadri Jamil, s'est rendu à Moscou pour discuter d'un projet d'élection présidentielle anticipée. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, considère qu'un processus de réconciliation nationale est encore possible en Syrie. Et le vice-premier ministre a même déclaré qu'une démission de Bachar al-Assad pouvait être envisagée dans le cadre d'un règlement négocié. Toutes les questions peuvent être discutées au cours d'un dialogue. Nous sommes prêts à discuter même de cette question. Mais pour les rebelles syriens et pour les pays occidentaux, il n'y a pas de dialogue possible sans un départ préalable de Bachar al-Assad. À Paris, le président François Hollande a repris le dossier syrien en main après une impression de flottement pointée du doigt par l'opposition de droite. Il a reçu hier une délégation du Conseil national syrien, une des principales coalitions d'opposition en Syrie, qui a présenté son projet de gouvernement de transition. Selon son président Abdelbasset Sida, toutes les minorités y seront représentées. Pendant ce temps, en Syrie, les derniers observateurs des Nations Unies plient bagages. Comme témoins extérieurs, il ne reste plus que des journalistes qui tentent de rendre compte de la situation au péril de leur vie. Des collègues de Mika Yamamoto ont envoyé aux médias internationaux les dernières images de la journaliste japonaise tuée lundi à Alep. On la voit suivre des combattants de l'armée syrienne libre jusqu'à la ligne de front où des bombardements aériens viennent de se produire. Elle s'étonne de voir encore des bébés dans cet enfer et montre une dernière fois le quotidien des habitants de cette ville où, selon le régime de Bachar el-Assad, se joue la mère de toutes les batailles.
Retour à l'actualité nationale. Le groupement patronal de la presse en partenariat avec la coopération suisse organise une formation à l'intention des journalistes de la presse écrite. Le principal module de la formation est consacré aux techniques rédactionnelles concernant la décentralisation. Une vingtaine de journalistes affiliés à ce groupement patronal prend part à cette formation. Mahamadou Doumbia, reportage. Initier des journalistes de la presse écrite aux techniques rédactionnelles concernant l'école, tel est le thème de cette rencontre intitulée « Gestion de l'école dans le contexte de la décentralisation ». Avant même qu'on ne commence ces modules-là, on avait pris le soin de faire un peu une mise à niveau sur le plan de la pratique de notre métier, voir un peu quels sont les genres journalistiques, quelle est l'éthique de notre profession. Ça s'est passé ici. Bon, malheureusement, avec les événements que tout le monde connaît, les activités ont été quelque peu ralenties. Donc, grâce à Dieu, on reprend le programme là où on l'avait laissé. Et le module de ce matin concerne essentiellement la décentralisation. En partenariat avec la coopération suisse, cette formation vient à point nommé parce que les journalistes en ont besoin, vu la situation actuelle de notre pays qui oblige à mieux cerner le processus de décentralisation. La décentralisation aujourd'hui est un élément central de la bonne gouvernance. C'est un sujet qui permet aux collectivités de se prendre en charge. Et la décentralisation bien comprise, bien gérée, bien mise en œuvre, permettrait même de régler en partie la crise que le Mali connaît dans le nord du Mali. Rappelons qu'une vingtaine de journaux de la presse écrite sont affiliés à part entière au groupement patronal de la presse écrite. Assemblée générale d'information de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali, FENASCO, c'était ce matin au Carrefour des Jeunes de Bamako. 3 points à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2011-2012, la présentation du rapport financier 2011-2012 et la validation du plan stratégique et des plaidoyers pour 2013. Abdraman Maïga. Débattre sans complaisance des difficultés réelles auxquelles la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali est confrontée et trouver des solutions idoines pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Tel est en substance un des points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Une rencontre qui permet également aux représentants des différentes coopératives d'habitat du Mali de prendre connaissance du rapport d'activité 2011-2012 de la Fédération, d'analyser le rapport financier et de discuter des orientations futures de la FENASCO Mali. Durant l'année 2012, nous avons acté des partenariats avec plusieurs structures étatiques et privées. Ces accords nous ont permis, dans le cadre du plaidoyer lobbying, d'engager des résultats tangibles dans les domaines prioritaires du foncier, de la construction et de l'amélioration du cadre de vie. Dans le rapport, plusieurs activités ont été entreprises par la FENASCO Mali. Ces actions réalisées ou en cours de réalisation concernent la construction du pont de Massala pour un coût de 165 millions de francs CFA, la finalisation des dossiers fonciers de Guana d'une superficie de 400 hectares et la mise en place d'une caisse coopérative. Pour la 3e année d'existence, la FENASCO Mali a, dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile POS 1, réussi à obtenir cette année du PNUD un financement de près de 19 millions de francs CFA pour son renforcement au niveau national. En 2013, notre mouvement va se positionner dans le cadre de la phase 2 pour affermir sa viabilité. Malgré ces atouts importants, la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali est confrontée à d'énormes difficultés, notamment le non-paiement des cotisations des coopérateurs et l'absence d'appui et d'accompagnement de l'État.
L'Union régionale des médersa de Mopti vient d'organiser une séance de prière en faveur de la paix au Mali. À travers cette action, les membres de l'Union voulaient s'acquitter d'un devoir qui est le leur dans la recherche de la solution à la double crise politique et sécuritaire qui vit notre pays. L'ouverture d'esprit dont ont fait preuve les maîtres coraniques constitue pour les croyants la clé pour relever à la fois les défis sécuritaires et bâtir dans un élan solidaire une société paisible et prospère. L'Union régionale des médersa de Mopti qui a organisé une séance de prière en faveur de la paix au Mali. Le mouvement Mali Valeurs a procédé ce matin au lancement de ses centres aérés de fraternisation. La cérémonie, qui a enregistré la présence de plusieurs hommes de culture, a regroupé 80 jeunes adolescents de Kati, du district de Bamako et des déplacés des régions du nord du Mali. C'était au Musée national. Nando Dambélé nous en dit plus. Journée citoyenne, journée du donner et du recevoir, ou tout simplement journée de brassage et de découverte. Que de qualificatifs pour une activité combien salutaire. Salutaire puisqu'il s'agit de compter désormais avec ces adolescents leaders de demain. J'aimerais inciter les jeunes au respect, à ce que nous nous donnons la main pour construire le Mali. Comme nous sommes les futurs dirigeants de ce pays, nous devons nous donner la main pour ne pas être des dirigeants corrupteurs et pour bien aider nos familles et tout. Donc, le respect est quelque chose que nous devons tous avoir à nous. Les éminentes personnalités invitées à la cérémonie ont tour à tour rappelé aux 80 jeunes adolescents leur future mission, celle de bâtir une nation sans corruption, exempte de toute prédation. La jeunesse plutôt est l'avenir d'un peuple. Mais pour libérer le Mali, pour libérer tout pays, l'obligation première est une prise de conscience culturelle. Prise de conscience culturelle et pratique de la culture. Ça veut dire se connaître soi-même. Mieux vaut se connaître soi-même que connaître l'autre. L'objectif du forum ainsi lancé est de cultiver chez les jeunes adolescents des valeurs pour faire d'eux des leaders exemplaires qui, à cause de leur bas âge, ne sont pas associés à la prise de décision. L'activité de ce matin porte sur la dimension adolescence de notre programme. Les ados sont une majorité que l'on n'entend pas parce qu'ils n'ont pas la majorité requise civile, parce qu'ils ne sont pas encore impliqués, parce qu'ils sont encore sous tutelle. Et or, à tout moment, ces ados peuvent atterrir dans les schémas de l'électorat politique, de la mobilisation citoyenne. Les activités qui dureront 2 semaines seront consacrées à des excursions, la langue française et des mathématiques. Les Dogons vivant en Arabie Saoudite volent au secours des déplacés du nord de notre pays. Ils viennent de remettre au Coren la somme d'1,3 000 francs CFA en remettant ce dont le représentant des Dogons, Karim Mahmoud Angouiba, a rappelé les valeurs sociétales de notre pays, valeurs au sein desquelles la solidarité. Pour le président du Coren, ce geste s'inscrit dans la démarche entreprise par les concitoyens de partout à travers le monde pour soutenir une partie de notre population en détresse. La somme donc d'1,3 000 francs CFA. Les Dogons vivant en Arabie Saoudite qui volent au secours des déplacés du nord de notre pays. Voilà. Lancement ce mercredi dans la capitale des rails du flambeau de la paix et de la solidarité. L'athlète Mamadou Camara entend marcher de Caille vers Kidal sur une distance de 2155 km en 52 jours. Sa mission, véhiculer un message de paix, d'entente, de solidarité et surtout d'amour entre tous les Maliens. Le marathon est organisé par l'association Génération Malienne Consciente Gémaco. Jafar Aïdara a assisté au départ. Mamadou Camara va marcher de Caille à Kidal pendant 50 jours. L'objectif visé par cette marche est de sensibiliser chaque localité traversée sur la situation du pays et lancer un appel sur l'union sacrée de tous les Maliens. Ce flambeau de la paix et de la solidarité est une initiative de Génération Malienne Consciente, une association qui regroupe des Maliennes et des Maliens de tous bords.
épris d'idéaux de justice et de liberté, d'égalité, d'échange et d'engagement citoyen pour participer aux efforts du gouvernement dans la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Les signataires de la GEMACO ont décidé d'organiser cette marche, le flambeau de la paix et de la solidarité de Kayes vers Kidal, pour ainsi témoigner de notre solidarité, de notre espoir, de notre espérance pour un Mali apaisé et paisible. Ce marathon est également l'occasion de partager avec le monde l'espoir et l'espérance nourrie de GEMACO pour un Mali nouveau, uni, laïque et un et indivisible. Cet important événement sportif et humanitaire est une épreuve consistant à faire la jonction Kayes-Kidal en 52 jours sur une distance de 2155 km. Aussi voudrais-je inviter les populations des villes et villages traversés des cercles de Kayes, Nioro et Guéma à sortir massivement pour accueillir et accompagner M. Camara à l'entrée et à la sortie des localités. Ce flambeau est porté par Mamadou Camara, un athlète professionnel malien qui a fait ses preuves en France de 2003 à 2006 et a marché de Kayes à Bamako dans le cadre de la fête du cinquantenaire et rallié Bamako à Sikasso lors de la dernière biennale artistique et culturelle de Sikasso. La bonne chance à Mamadou Camara et surtout du courage. Championnat national Ligue 1, la saison 2011-2012 a livré hier son verdict. Avant sa 30e et dernière journée, le CSK a assuré son maintien dans l'élite en battant le COB 2 buts à 1. Le Sigi de Kayes, victorieux ici à Bamako, 2 buts à 1, également contre l'Assom, descend néanmoins en deuxième division, au même titre que le stade malien de Sikasso et l'AS Police. Le Djoliba AC continue d'érigner en maître absolu sur le trône après sa difficile victoire 3 buts à 2 sur l'ASCO. Siragatou Sissé nous résume ces 3 matchs. Ce COB-CSK est d'une importance capitale pour les boys du CSK en mauvaise posture. C'est la première fois que le CSK est menacé de descente en 15 ans de présence dans l'élite. Par contre, le COB, l'esprit tourné vers les vacances, aligne pour la circonstance une équipe totalement remaniée. Les protagonistes verrouillent tous les accès et refusent de jouer à fond, d'un côté comme de l'autre. Mi-temps, 0-0. En seconde période, l'on assiste enfin à un football digne de ce nom. Le CSK marque l'unique but de la partie à la 74e minute par Boubacar Keïta sur un service de Bouye Kanté. Yacouba Niaré manque même un penalty à la 79e minute. Le CSK enlève le gain du match et assure du coup le maintien en Ligue 1. La saison du CSK a été parsemée d'embûches. Au stade du 26 mars, le Sigi de Kayes en danger jouait également son avenir face à l'Assom. Les Kayisiens se sont imposés 2-1. Un résultat insuffisant pour rester en Ligue 1. Le Sigi de Kayes descend donc en deuxième division un an après l'avoir quitté. Nous retournons au stade Modibo Keïta pour le choc au sommet de cette 29e et avant-dernière journée Djoliba AC ASCO. Le public s'est régalé sur tous les plans. Engagement, spectacle et but. Boubacar Dembélé s'est signalé le premier en faveur de l'ASCO à la 24e minute. Et Idrissa Traoré égalise sur penalty à la 37e minute. Un but partout à la mi-temps. 1 minute après la reprise, Mamadou Sidibé est là pour le deuxième but de l'ASCO. Le Djoliba établit la parité à la 70e minute par Seydou Diallo entré en cours de jeu. L'ASCO a beau tenir le coup, elle craque à la 85e minute. Idrissa Traoré donne la victoire au rouge 3-2. Le Djoliba AC poursuit sans faute sa série d'invincibilité en championnat. Une fête grandiose se prépare en perspective sur les berges du Niger à Koulikoro à l'occasion de la 30e et dernière journée face au Niana. Ce sera une simple formalité. Le 13e titre de champion est déjà acquis. Et ce journal est terminé. Merci à nos programmes. Grand merci également à vous qui nous suivez de France, d'Italie, d'Espagne. Retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Excellente soirée en compagnie de l'ERTM.